écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 2 mai 2023 et c'est l'épisode 320. 23, non, oui ou non, je sais pas sûr. Le parrain de l'intelligence artificielle lui-même, Geoffrey Hinton, a pris sa retraite bien après ses 64 ans, parce qu'il est parti à la retraite à l'âge de 75 ans. Il travaillait chez Google depuis 10 ans et son travail a été crucial. Dans le développement des réseaux de neurones, il tire désormais la sonnette d'alarme au sujet des récents développements de l'intelligence artificielle. Je le cite, le problème c'est que ça fonctionne tellement mieux que ce qu'on imaginait. Alors que faire pour réduire le risque qu'à long terme, des choses plus intelligentes que nous prennent le contrôle? On tremble. Il dit également, avant je pensais qu'on en arriverait là dans 30 ou 50 ans, mais je ne crois plus ça du tout. Et il regrette désormais ses travaux. Il dit, je me console en me disant que si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Effectivement, sa crainte qu'Internet soit inondé de fausses informations, de fausses vidéos, de faux textes et que bientôt personne ne pourra plus savoir ce qui est vrai. Alors même que je prononce ces mots assez alarmants et inquiétants, on peut le dire, je me retrouve à devoir gérer un dégât des eaux bassement matériel. Ma machine à laver le linge a rendu l'âme et a bien inondé la buanderie. Alors voilà, de mon côté, je me console en me disant que c'est peut-être pas encore aujourd'hui et pas tout à fait pour tout de suite qu'on remplacera les réparateurs de lave-linge par des IA. Mais pour combien de temps? Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable éditorial de cet épisode, celui qui a écrit le conducteur complet, c'est Guillaume Diaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu? Parfaitement bien, je suis très bien au sec, moi, personnellement. Ouais, moi ça fait floc au niveau de mes chaussettes, mais je vais résoudre le problème, forcément. Est-ce qu'une réparation va être possible? Suspense. Je reviens d'un week-end absolument magnifique et forcément d'autant plus magnifique qu'il était prolongé dans le Marais Poitevin. Donc je me suis mis à jour trop rapidement pour l'ActuTech. Je sens que tu vas m'apprendre plein de choses, Guillaume, comme d'habitude, devrais-je dire. En revanche, je vais pouvoir vous apprendre que plein d'auditeurs ont accepté de venir nous soutenir sur Patreon. Alors là, tu vois, pendant quelques temps, on avait moins de nouveaux soutiens, Guillaume, ça se calmait un petit peu, les gens étaient peut-être moins sensibles. Était-ce l'excellent épisode dossier sur l'intelligence artificielle qui a été diffusé ce vendredi, au moment où on enregistre cet épisode? Est-ce l'excellente qualité et régularité des contenus qu'on diffuse dans Tech Café? Est-ce un ensemble de tout ça? Je n'en sais rien, mais je dois dérouler le tapis rouge pour Pierre Coherbert, Fabien, Taj, Vanet, Filubier, et les pseudos c'est chaud, hein. Faites attention quand même, il faut que je puisse les prononcer. Jean-François Gourde, Pierre-Yves, Alex et Philippe. Alors Philippe, ça s'écrit F-E-E-L, plus loin H-I-P, j'adore. Et pourquoi je cite ces personnes? Je dois vous rappeler que Tech Café, c'est un podcast qui est complètement gratuit, mais qui est financé par ses auditeurs. Guillaume et moi, donc tous les deux Guillaume, sommes aussi tous les deux passionnés de technologie et on travaille avec assiduité pour vous fournir une info utile sur les dernières tendances de la tech. Et forcément, hein, si on adore vous apporter un contenu de qualité dans un ton plutôt agréable et pratique à consommer au quotidien, peut-être en déplacement, pendant que vous épongez votre lave-linge en panne, ça ne serait pas possible sans le soutien d'une partie d'entre vous. Et toute participation, quel que soit le montant, est hyper importante. Et c'est précieux pour nous de continuer à vous inviter à venir nous soutenir parce que ce soutien est bien entendu sans engagement et en acceptant de venir voir comment participer sur notre page Patreon, vous remplacerez peut-être et même probablement les personnes qui ont préféré arrêter de nous soutenir de leur côté. On les remercie évidemment d'avoir fait un petit bout de chemin avec nous. Ils l'ont fait en allant sur patreon.com/techcafé. Peut-être à votre tour de vous rendre sur patreon.com/techcafé. Et avant qu'on aborde les news de cet épisode, je me dois de citer un avis qui a été déposé sur Apple Podcast par Odae. Alors c'est un O barré avec un A marié au E. Bon, vous me facilitez pas la vie sur les prononciations de pseudo en ce moment, mais je vous en veux pas. Le 24 avril 2023, je vous suis depuis maintenant plusieurs mois grâce à vos émissions. Je peux faire ma veille numérique librement avec le sourire aux lèvres. Merci à vous pour toutes vos pépites. Sans autre forme de procès, je vous souhaite le meilleur, dit Odae. Merci beaucoup à toi d'avoir déposé cet avis, ça fait très plaisir. J'espère qu'en écoutant ton avis Apple Podcast qui sera cité en intro de cet épisode, ça te donnera aussi un peu le sourire. Je me dois également de vous inviter
à continuer à commenter sur techcafé.fr comme l'avait fait une auditrice, Carole, à qui on a répondu et qui continue d'ailleurs à réagir à nos propres réponses, aux réponses que tu as faites, Guillaume, en particulier sur la consommation de l'eau. C'était assez captivant. C'était au début de l'épisode 319, le précédent épisode hebdomadaire. Et puis, réagissez également sur Discord, où on parle de tech, mais pas que. Rendez-vous donc sur techcafé.fr/Discord. Et avant que je vous laisse entre les mains savantes de Guillaume Poggiaspala, ou plutôt sa voix suave qui va vous relayer l'actu tech de ces derniers jours, je me dois aussi et surtout de vous inviter à écouter le précédent épisode du flux du podcast, donc pas le précédent épisode hebdomadaire, mais juste celui-là, juste en dessous de l'épisode que vous écoutez actuellement, parce que Guillaume a fait un dossier complet sur l'intelligence artificielle et c'est la première partie qui était dispo. A priori, ça vous a beaucoup plu, donc continuez à le partager autour de vous, à y faire référence. Probablement qu'autour de vous, il y a des personnes qui commencent à s'interroger sur l'intelligence artificielle. Vous allez sur techcafé.fr, vous récupérez le petit épisode et puis vous le partagez autour de vous. Comme ça, ça fera en plus découvrir le podcast et ça contribuera à éduquer tout un chacun. Et surtout, forcément, abonnez-vous au podcast Tech Café sur votre app de podcast parce que quelque chose me dit que dans quelques jours, la deuxième partie de ce dossier très complet devrait arriver. Donc forcément, si vous avez apprécié la première partie, vous devez de vous abonner. Et si vous n'avez pas encore écouté la première partie, jetez-vous dessus. Merci beaucoup à vous pour vos retours. On se lance sans autre forme de procès dans les news de cette semaine. Et Guillaume, tu voulais commencer cet épisode en valorisant une technologie de communication sans fil, mais plus que sans fil, plus que notre 4G traditionnel, une communication qui passe par les satellites, Guillaume. Exactement. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc voilà, là, on va faire des hauts, des bas et des débats un petit peu dans cet épisode. Et bon, dans les hauts, finalement, on va commencer avec une news qui est même très très haute, puisque voilà, on débute avec une bonne nouvelle, si on veut, puisque ça y est, une galaxie a communiqué avec l'espace. Avec un nom pareil, c'était son destin, voilà, tu sais, défini, tout ça. Donc il a précisément communiqué... Oui, c'est le smartphone, le Samsung Galaxy. Tout à fait, oui, c'est le Galaxy S23, ou S22, pardon, S22, qui a communiqué donc avec l'espace. Donc en fait, il a communiqué avec un satellite d'AST Space Mobile, alors avec l'aide d'AT&T, et donc le satellite a relayé sa communication du Texas vers le Japon. Alors, le satellite en question, on l'avait déjà évoqué, c'est un Blue Walker 3, donc c'est un engin qui est pas forcément énorme en lui-même, mais il a des antennes absolument monstrueuses. Et c'est nécessaire parce que le Galaxy S22 qui lui a envoyé le signal, il est totalement normal. C'est ça la prouesse en fait, son signal a été capté directement par le satellite, il n'y a plus besoin de relais au sol, donc avec une constellation de Blue Walker, on pourrait éliminer théoriquement toutes les zones blanches. Après Internet, donc, c'est la téléphonie par satellite qui devient la nouvelle mode, on en avait parlé aussi du partenariat entre T-Mobile et SpaceX pour faire la même chose avec des appareils Starlink modifiés. Il y a aussi un projet de Verizon, un partenariat avec Blue Origin, donc voilà, le grand rival de toujours de Starlink, c'est comme dans les mangas, il y a des grands rivaux comme ça, c'est marrant. Cela dit, les rivaux se sont fait coiffer au poteau par AT&T et AST. Et oui, coiffer au poteau, oui, voilà une expression qui est vieille. Est-ce que c'est pas l'occasion idéale de faire un petit moment expression obsolète café? Moi, j'aime beaucoup ça. Vient je sais pas si au je vais poteau. beaucoup pouvoir t'aider. Mais oui. Je sais pas d'où ça vient coiffer au poteau. Ça vient des courses de chevaux. Ça, en fait, c'est les lignes d'arrivée étaient marquées. Enfin, la ligne d'arrivée était marquée par des poteaux, et finalement, les chevaux gagnaient souvent d'une courte tête, ils dépassaient le poteau en premier. Et le verbe mais donc, coiffer, du coup, tu sais que c'est exactement la même origine qu'il n'y a pas photo alors. Parce que à l'arrivée finish, des chevaux, quand on dit qu'il n'y a pas photo, c'est très net la différence entre les. C'est ça, c'est la photo finish. Et le verbe coiffer, le verbe coiffer, en fait, ça a plein de sens. Évidemment, au-delà de s'arranger les cheveux, ça a plein de sens. On disait coiffer pour mettre un chapeau, mais aussi pour recouvrir un truc. On disait coiffer pour diriger, pour commander, puis par extension, pour être en tête, pour battre quelqu'un. D'ailleurs, à une époque, on disait qu'un pilote coiffait un autre pilote dans une course avec ou sans poteau, d'ailleurs. Mais bon, bref, voilà. Revenons à l'espace. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté cool à cette nouvelle spatiale là. Et la disparition potentielle des zones blanches, ça fera plaisir à pas mal de monde dans un peu tous les pays, ça je comprends bien. Mais d'un autre côté, ça fait encore plein de constellations supplémentaires parce que Kuiper est occupé quand même à envoyer 3236 satellites. Alors c'est pour jusqu'à 2026, mais enfin quand même. SpaceX a un projet à 42 000 satellites à terme quand même, et par-dessus ça, on va avoir donc une constellation AST et des Starlink modifiés qui vont donc avoir forcément des plus grosses antennes aussi, parce que ça c'est nécessaire pour être plus sensible. Et puis il y aura les Kuiper modifiés probablement.
Alors, c'est pas des satellites forcément énormes tous, mais les antennes sont tellement monstrueuses que je vois pas comment est-ce qu'elles pourraient pas être hautement réfléchissantes, tu vois. Donc, pour l'astronomie au sol, ça s'annonce vraiment très mal. Et même d'ailleurs, question de débris encombrement d'orbite, ça va être coton. Bon, je me demande vraiment à quel point tout ça vaut le coup, sachant que on aurait peut-être aussi pu améliorer les équipements au sol, tu vois. Enfin bon, écoute, voilà. En tout cas, là où il y a un marché, il y a un chemin, hein, comme disait sans doute un grand philosophe capitaliste. Je connais pas, j'ai pas la ref, mais c'est possible. Et d'ailleurs, par contre, on dit donc que c'est un S22, donc finalement assez récent. On est d'accord que même un vieux smartphone parviendrait tout à fait à avoir cette même communication. Il n'y a rien besoin techniquement au niveau du smartphone. Alors, je suis pas sûr. Moi, j'avais compris que c'était plutôt réservé au téléphone 5G. Quand même, d'accord, ok. Qui était occupé, je pense que c'est des 5G, même si AST parle éventuellement de couverture plus générale. Mais là, je pense que c'est... En tout cas, quand on parlait de Verizon avec SpaceX, il parlait de téléphone 5G. Après, là, il s'agit aussi de téléphone 5G, le S22. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire ? Je pense que oui, mais je ne suis pas complètement sûr. D'accord. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et on l'a bien vu, ça aide à combler des zones blanches, quelques zones où on peut être coupé de toute connexion, mais au prix d'une pollution de satellites supplémentaires. On enchaîne avec des intelligences artificielles. J'ai l'impression qu'on pourrait qualifier d'adaptatives, si je dis pas de bêtises, non ? Ouais, c'est ça. Ça s'adapte. Et ça s'adapte à quoi ? Ça s'adapte à la nature, un petit peu, tu sais. Il faut sortir des fois, prendre le soleil, ça fait du bien. Alors bon, voilà, je vais vous parler de robots qui sont allés se dégourdir les neurones un petit peu dans l'herbe, comme ça, en adoptant 2 approches qui sont assez prometteuses pour les futurs robots qui seraient déployables vraiment dans la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est compliqué. Donc les premiers sont des petits cartes. Des petits cartes à roulettes autonomes. Donc on leur donne un objectif assez simple, c'est tracer le plus vite possible sur un parcours prédéfini. Donc le truc, c'est que évidemment, on pourrait faire de l'apprentissage supervisé pour ça, c'est-à-dire on montre au robot comment faire. Donc voilà, il y a un gars qui fait le parcours comme ça le plus vite possible avec une petite, avec une télécommande, quoi. Mais du coup, il faudrait que le pilote humain soit super bon. Puis il faudra faire ça il faudra faire ça encore et encore, c'est pas très pratique. Et surtout, on voudrait que le robot optimise tout seul son parcours, sur chaque parcours. Mais d'un autre côté, s'il partait de rien à chaque fois, comme un petit bébé, tu vois, comme un petit agneau nouveau-né, ça lui prendrait des heures juste pour comprendre comment pas se manger les murs. Donc les chercheurs ont pensé à créer un modèle fondamental. Donc un modèle foundational, tu sais, comme on dit, c'est-à-dire c'est une sorte de modèle socle qui permet déjà au robot de rouler pépère, mais déjà de rouler et sans se prendre trop d'obstacles. Ensuite, on passe à une phase d'apprentissage non supervisé, donc le robot apprend à rouler de plus en plus vite, mais tout seul. En fait, il est récompensé, la récompense c'est facile, on le récompense d'autant plus que le temps qu'il met à faire le parcours est plus court. Donc c'est un apprentissage par renforcement, et oui, ça s'apparente à du dressage, c'est du dressage de robot, il y a un sucre virtuel quand il réussit à faire mieux. Et la bonne surprise, c'est qu'en s'appuyant sur le modèle de base pré-entraîné, ça lui prend que 20 minutes pour rouler à tombeau ouvert. Oui, c'est encore une expression obsolète d'ailleurs, rouler à tombeau ouvert. Décidément. Mais là, c'est simple. D'où ça vient ? Là, c'est assez simple, rouler à tombeau ouvert, c'est son propre tombeau. Sous-entendu, tu roules tellement vite que si tu continues, tu vas rouler vers ton propre tombeau. C'est ton tombeau qui est ouvert. On aurait pu le deviner. Ouais, donc en gros, bref, le petit bolide apprend tout seul à piloter comme Lewis Hamilton, il trouve la meilleure courbe à suivre, il apprend à déraper, il apprend à freiner fort à l'entrée d'un virage et à accélérer pour en sortir. Le robot valide une méthode qui ressemble à celle qu'on a avec les modèles de langage un petit peu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a une fondation commune, polyvalente, et sur ce modèle commun, on fait des réglages plus fins, spécifiques pour son propre usage. Bon, on n'en est pas encore au few shot learning comme dans les modèles de langage, mais il y a un petit peu cette idée finalement, tu vois, c'est-à-dire tu as un modèle préentraîné qui est complètement généraliste, et après tu donnes des exemples, et à partir de ces exemples, il peut généraliser. Donc les petits vénards qui font du Mario Kart robot, c'était à l'UC Berkeley, mais au MIT, on sait s'amuser aussi. Et alors au MIT, ils savent s'amuser, on le sait bien, mais là, ils ont utilisé des drones pour rigoler. Et le but, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'était pas des courses, vous avez des drones robots auxquels on assigne l'objectif, on assigne un objectif d'atteindre un certain point, un certain objet, voilà, un cube rouge par exemple. Donc le faire efficacement, c'est-à-dire sans se prendre les arbres qui sont sur le passage, quoi. Et donc là, un drone doit s'orienter dans une forêt par exemple, mais aussi dans des environnements qu'il n'a jamais vus. Et on lui donne assez peu d'infos à la base. Juste quelques vidéos de pilote, un pilote qui évite les obstacles pour aller vers une cible. Et ensuite, c'est au drone de se débrouiller. Alors cette fois, le système est un petit peu plus original encore parce que il utilise ce qu'on appelle un réseau de neurones fluides. Alors, un réseau de neurones fluides, c'est une architecture particulière de réseau de neurones qui est prévue pour être entraîné en temps réel, comme chez un animal. En fait, le réseau de neurones classique, finalement, qu'on utilise
tous, et puis voilà, qui est à la base de ChatGPT et compagnie, c'est des trucs qui sont entraînés une fois pour toutes, et puis ensuite, éventuellement réglés à nouveau plus tard, mais ça reste assez long et assez coûteux. Les réseaux fluides, eux, sont entraînables en continu, et via un feedback permanent, comme nous, et tout simplement. Hein. Alors le truc, c'est que le drone n'a que quelques milliers de synapses, donc on est très très loin de GPT ou d'un Llama, hein, avec ces dizaines de milliards de paramètres, hein, je rappelle, mais même avec 20 000 poids, le drone est capable d'une remarquable adaptabilité. Donc il est capable d'apprendre assez vite à naviguer en forêt, par exemple, à transférer très vite ce qu'il sait dans un environnement urbain. Ce qu'ils ont fait, c'est possible avec des neurones plus classiques. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé un truc un peu original, on va dire, mais c'est possible de le faire avec des neurones plus classiques, mais ça marche moins bien. Donc ils adoptent des neurones qui sont un peu particuliers, puisqu'ils fonctionnent en temps continu, et ils sont définis par des équations différentielles. Bon. En tout cas, ils ont pris un modèle de neurones qui est très très proche de ce qu'on rencontre chez les vers de terre, comme quoi. Et donc ces réseaux semblent avoir des performances assez robustes finalement, si on peut les déployer avec des plus gros réseaux, ça pourrait être assez prometteur pour tout type de robot autonome, hein, de la voiture au robot tueur, à la Black Mirror, et tout ça grâce aux vers de terre. Alors, franchement, qui l'aurait cru? Je m'interroge, est-ce que finalement, là où on a eu des avancées technologiques qui permettaient de battre des joueurs d'échecs et des joueurs de Go, est-ce qu'on en arrive à des technologies qui arrivent très rapidement à battre des pilotes de Formule 1? Oui, ça, disons que si on peut... C'est si déjà on extrapole, le cas. Alors, c'est déjà le cas sur Gran Turismo. Sur Gran Turismo, on a des IA, on a GT Sophie qui arrive à battre des très très, enfin, les meilleurs en fait pilotes humains de Gran Turismo. Alors évidemment, je sais pas s'il y a je pense pas qu'il y ait des IA qui s'amusent avec des Formule 1, c'est peut-être un petit peu cher si jamais il y a un problème. Oui. Mais si on je pense que ce serait envisageable tout à fait d'avoir des Formule 1 qui apprennent à se conduire toutes seules à des vitesses qui seraient difficiles à atteindre pour des chauffeurs humains. Alors bon, après, est-ce que ça les battrait ou pas, je sais pas. Mais si on extrapole ce que font les petits karts, par exemple, à des voitures, c'est envisageable, on va dire. Ok. On continue, on va toujours plus vite, Guillaume. Oui, Stable Diffusion va peut-être être détrôné par un autre modèle de Stability AI, alors voilà, c'est possible. Bon, enfin, c'est même plus ou moins long terme, si tu veux, c'est même quasiment certain. Il n'y a pas de raison que de meilleurs outils soient pas développés pour pallier, parce qu'aux faiblesses Stability, si tu veux, Stable Diffusion, c'est quand même un modèle de première génération, même s'il a énormément d'outils supplémentaires et tout. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres qui sortent. Et donc, il y a un candidat qui s'appelle DeepFloyd EF. Et DeepFloyd, donc, c'est un truc qui est plus gros et plus complexe. Donc, en particulier, il produit des images en 1024 par 1024 d'emblée. Donc c'est 4 fois plus gros que Stable Diffusion, hein, qui est... Alors, Stable Diffusion 1.5, parce que le 2, je pense qu'il est passé à 768 par 768, mais bon, globalement, il produit des images donc, qui sont plus grandes d'emblée, donc plus détaillées, et surtout, il utilise un modèle de langage qui est beaucoup plus évolué. À la place de clip, ils sont passés à T5 en version XXL, hein, qui est c'est un transformer, à la GPT, hein, c'est un transformer aussi, il est capable de capturer beaucoup plus de nuances sémantiques, et donc potentiellement de créer au final des images qui sont issues de descriptions beaucoup plus complexes. En fait, il est capable de mieux comprendre les prompts, tout simplement. Donc DeepFloyd crée des images à 64 par 64 en interne, et ensuite il utilise 2 couches d'upscaling dans l'espace latent pour en passer à 256 par 256 et 1024 par 1024. Donc il est manifestement capable de créer des textes qui sont cohérents dans les images, hein, donc ça c'est vraiment des trucs qui sont très difficiles à faire avec les outils actuels, c'est-à-dire avoir des textes qui soient vraiment des textes, quoi. Hein. Tu dis un panneau avec écrit Macron démission, il le fait, quoi. Tu vois. Il écrit vraiment Macron démission. Donc voilà, il peut faire ça, il peut faire du image to image, de l'in-painting, de l'upsampling, de très bonne qualité. Hein. Enfin voilà, les images produites semblent vraiment très détaillées, c'est très prometteur. Et comme avec Stable Diffusion, tout est ouvert et librement utilisable. Alors là, je parle des images de démo parce que donc j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser sur un collab, mais moi perso, j'ai pas de carte graphique assez puissante pour l'essayer pour l'instant parce qu'il faut 16 gigaoctets de VRAM minimum. Et encore, c'est pour les images en version un petit peu plus petite, il faut 24 gigaoctets pour le modèle complet. Donc c'est un peu au-dessus de mes moyens pour l'instant. Cela dit, je suis persuadé que ça sera rapidement optimisé, ça aura probablement des exigences un peu moins grandes dans un futur proche, enfin en tout cas, je l'espère. Et puisqu'on parle de Stable Diffusion, justement, on peut parler aussi qu'on parle d'optimisation de ces trucs-là, Stable Diffusion est passé encore un cap dans l'optimisation, puisque il semble qu'on puisse lui faire générer des images sur téléphone mobile, vraiment, de manière vraiment rapide. Ça a l'air d'être devenu une sorte de concours, tu sais, qu'on avait déjà parlé
des performances sur Android de Stable Diffusion. Et là, il y a des chercheurs de chez Google qui viennent peut-être de remporter temporairement, sans doute, la palme de la génération la plus rapide, avec 12 secondes sur un Galaxy S23 Ultra pour 20 itérations en 512 par 512. Donc alors ils ont utilisé une version qu'ils ont optimisée, mais vraiment aux petits oignons, et qui va globalement 2 fois plus vite que la version de base. Donc ils ont appliqué 4 méthodes d'optimisation différentes pour atteindre ce résultat, donc à chaque étape en fait de la longue chaîne que constitue Stable Diffusion, et sans même recourir à une compression agressive, comme on en parlait aussi pour Llama, etc. En fait, c'est du pur OpenCL qui prend en compte les spécificités des puces sur lesquelles ça tourne, quoi, des GPU, des petites GPU sur lesquelles ça tourne. Donc voilà, 12 secondes, nouveau record à battre. 12 secondes, c'est complètement utilisable en fait au quotidien. Tu te dis, voilà, sur ton smartphone en 12 secondes, c'est bravo. Et puis ça va progresser forcément parce que le matériel progresse aussi, et il y a notamment Nvidia qui veut aussi tirer son épingle du jeu pour accélérer tout ça. Guillaume, encore plus. Ouais, enfin c'est pas vraiment du matériel. Là, la tendance avec les modèles de langage, si tu veux, c'est de les encadrer pour créer des applications avec. Alors par exemple, il y a une suite logicielle qui monte qui s'appelle LangChain. Donc LangChain, donc LangChain, mais en un seul mot. C'est une interface Python qui a plein de modèles de langage différents. Donc tu peux utiliser GPT-4, tu peux utiliser Claude, tu peux utiliser Llama, tu peux utiliser T5 de Google, etc. Donc il offre des outils de gestion de prompt qui permettent de créer des modèles. Tu sais on doit souvent être très soigneux quand on crée les prompts. On peut avoir des modèles de prompts comme ça. Donc LangChain offre des facilités pour ça facilement. Il peut aussi gérer des conversations avec des chatbots, et d'ailleurs créer des mémoires à long terme pour les modèles. Donc c'est des mémoires qui sont externes, qui sont appelées de diverses manières, donc par mots-clés, par résumé, etc. et qui permettent en fait d'injecter dans la fenêtre de contexte, qui est en général assez courte, des informations plus anciennes qui n'y étaient plus, qui en sont sorties. Il y a aussi des outils pour vectoriser des documents, voire des corpus entiers, afin de faire des recherches par similarité dedans et les interfacer avec les modèles. Donc ça, c'est aussi tout un secteur qui monte, c'est-à-dire la vectorisation de textes et donc le stockage de ces textes vectorisés qui se forment un nouveau type de base de données en réalité. Donc il y a la possibilité de créer des outils aussi que les modèles de langage pourront décider d'utiliser, et ça c'est exactement comme les plugins de ChatGPT. C'est vraiment le même principe. Et il y a aussi la possibilité de créer enfin un agent qui va donc lui-même décider d'une chaîne d'action à accomplir. Donc tu lui donnes une requête, et en fait le modèle de langage va servir de moteur de décision, et il va décider d'utiliser des outils qu'on lui aura attribués, qui sont des outils comme par exemple aller chercher sur Wikipédia, aller chercher sur DuckDuckGo, exécuter du code Python, etc., etc. Donc des frameworks comme LangChain, en fait, ça permet d'augmenter des modèles et de les interfacer avec des données aussi pour faire des apps classiques en fait. Pour c'est comme une sorte d'API quelque part. Oui. Je sais pas, j'essaye de trouver une analogie. Oui, c'est ça. Une API sur le... C'est ça, c'est une API qui permet d'impacter en fait les LLM au centre d'une app classique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc donc par-dessus LangChain, tu peux aussi mettre donc d'autres trucs. Par exemple, Nemo Guardrail de Nvidia. Donc Nvidia a sorti... alors Nvidia, tu sais qu'ils font tout. Ils font donc le matos, ils font aussi les modèles eux-mêmes, puis aussi évidemment les couches logicielles. Et donc, en gros, ils utilisent LangChain, et par-dessus, ils mettent ce qu'ils appellent le guardrail. Donc guardrail comme des barrières en métal, tu sais, qui est au bord des routes. Donc c'est les rails là qui te gardent pour pas que tu partes dans le fossé, quoi. Donc... c'est garde-fou, tout simplement. Il est faux parce que les modèles de langage utilisés en isolation, ils partent très vite dans le fossé. Ils sont pas fiables du tout. Tu sais, qu'ils donnent des infos qu'ils sont persuadés de connaître, mais qui sont fausses une fois sur 4. Donc, ils partent en drama queen à la moindre occasion. Bon, il faut les cadrer. Il faut les ancrer dans le réel. Donc, Nemo Guardrail, c'est ça. C'est un cadre pour les modèles de langage, et c'est ça sur 3 niveaux. Donc, il y a un niveau thématique. Au niveau thématique, c'est tout bête. Un chatbot assureur, il va pas te parler de ses préférences en matière de chanteuse pop, tu vois. C'est un chatbot assureur, il te parle d'assurance, c'est tout. Okay. Donc il y a un niveau de fiabilité dans les informations, donc c'est-à-dire qu'il doit pas faire d'infox, il doit te donner que des informations fiables. Et il y a un niveau de sécurité pure, de base, c'est-à-dire qu'il doit pas exécuter de code malicieux, il doit pas faire appel à des services extérieurs louches, etc., etc. Et pour l'exécution du code, c'est un enjeu, parce que la plupart des modèles savent produire du code, Et dans LangChain, il y a même des outils de base qui te permettent d'exécuter le code qui est produit. Aucun problème. Donc, même si c'est dans un environnement limité, tu vois, on peut tout imaginer. Donc, ce qui est marrant avec Nemo Guardrail, c'est que ça croise en quelque sorte des mécaniques de chatbot à l'ancienne,
mais avec la puissance des modèles de langage modernes. Donc tu définis des expressions au sens linguistique, au sens d'interjection, des phrases, tout ça. Tu leur attribues des fonctions, tu attribues des limites, voilà, et il y a toute une couche où tu dis, ce que tu dis au modèle en fait est converti dans ce qu'ils appellent une forme canonique, c'est-à-dire une forme normalisée si tu veux. Et c'est analysé par Nemo machin avant d'être envoyé à l'IA. Et ensuite, pareil pour la réponse, l'IA répond sous forme canonique, c'est-à-dire de manière formatée. Et ensuite, c'est renvoyé à l'utilisateur. Donc l'IA doit être incitée à s'exprimer de manière formatée aussi, mais bon, c'est possible, hein, c'est parole par le prompt. Et le filtrage est censé permettre d'avoir le moins d'occurrences de problèmes possibles avec une IA, parce qu'en elle-même, l'IA est imprévisible. Toute seule, par nature, elle est impossible à complètement maîtriser. Donc, c'est pas pour faire particulièrement de la pub à Nvidia, mais voilà, que je parle de tout ça, mais c'est pour montrer que c'est vraiment une tendance de construire des apps autour des IA, en les considérant comme un logiciel parmi d'autres, même comme un middleware, en fait. Tu vois, c'est comme un middleware pour une application standard. Au-delà d'utiliser des IA directement, c'est-à-dire de chatter avec elles directement, elles deviennent aussi des formes de moteurs linguistiques. Comme on a des moteurs 3D, ce sont des moteurs linguistiques. Et donc, elles vont devenir donc des middleware au centre d'une galaxie d'autres couches logicielles pour les encadrer et elles vont être adaptées à plein de besoins. C'est comme ça qu'elles vont proliférer un petit peu partout. Ok, je vois bien la tendance qui se dessine et probablement qu'effectivement être en interface directe avec les modèles de langage ne sera pas forcément une vision de l'avenir, mais que ça va plutôt s'interfacer. J'aime bien ton image du middleware. On conclut cette rubrique avec Google et Meta qui mettent de l'IA dans leur cloud, parce que, comme tu le dis dans le conducteur, parce que 2023, Guillaume. Oui, parce que 2023, puis bon voilà, là on est dans la section haut, on va commencer doucement à passer du haut vers le bas avec des résultats financiers qui sont parfois un peu mitigés. Oui. Ouais, chez Google, par exemple, la branche recherche a encore augmenté son chiffre d'affaires, mais très peu, de seulement 1,87%. Et c'est très peu par rapport à ce à quoi on nous avait habitués par le passé. Parce que l'an dernier, c'était 24% de hausse quand même. Hein. Donc pour l'instant, difficile d'attribuer ça directement au nouveau Bing, qui reste quand même un petit acteur. Donc on comprend aussi un petit peu mieux que Google est quand même particulièrement à cœur de rester dans la course. Tu vois, c'est pas non, voilà, les finances sont pas au bout fixe, on va dire. Donc peut-être que Google a l'air un petit peu moins indestructible que ce qu'il était par le passé. Mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles. On peut souligner que Google Cloud commence enfin à gagner de l'argent, donc c'est la première fois de son histoire. Enfin bon, c'est la première fois depuis qu'il rende les chiffres publics, puisque c'est que depuis 2020, je crois. Mais bon, c'est quand même une histoire qui peut être une sorte de fable sur la ténacité. Tu vois, il faut jamais se décourager. Donc 191 millions de bénéfices. Bon, pour 7,45 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas spectaculaire, mais l'an dernier, c'était 706 millions de pertes. Et 2 milliards de chiffre d'affaires en moins. Donc, quand même, on va dire que c'est quand même une bonne croissance. Et donc, Google Cloud, c'est à la fois la location des serveurs, mais c'est aussi les services Google Workspace. Hein. Donc, c'est compté, tout est compté dedans. C'était comptabilisé comme ça avant aussi, je crois. Oui. Il me semble. C'est-à-dire, oui, ça a toujours été Workspace et Google Cloud. Quoi. Alors, pour rendre ça encore plus attrayant, évidemment, Google a annoncé l'arrivée des services IA, bien sûr, donc, qui sont liés à la sécurité, puisqu'ils s'appellent SecPalm. Donc c'est une version de Palm spécialisée qui sera au cœur de AI Workbench et c'est un petit peu comme GPT-4 qui est au cœur de Bing. AI Workbench, c'est une sorte de Bing en fait, mais pour la sécurité, auquel on pourra demander en langage naturel, comme à Bing, plein d'infos sur les vulnérabilités, il pourra simuler des attaques, il pourra faire des analyses de failles, et bien sûr il pourra donner toutes les infos en langage clair et poli, et en faisant peut-être des blagues, j'espère. Bon, de toute façon, c'est 2023, donc l'IA sera partout, si elle n'est pas dans un outil aujourd'hui, elle y sera dans moins de 6 mois. Bon, Meta, je cite, voit une opportunité d'introduire des agents IA à des milliards de personnes de manière utile et pertinente. Alors où est-ce qu'il va nous les introduire en particulier, ces IA ? Parce qu'on avait parlé de pub générative. Attendez-vous à voir débarquer des kilos de chatbots sur Messenger et WhatsApp, à voir se transformer tous les supports clients en des chats GPT monomaniaques. Et bien sûr, à les voir débarquer dans le métaverse, bien entendu, parce que Zuckerberg a dit que l'IA allait toucher absolument tous leurs produits, jusqu'au métaverse, où il pourrait permettre de grandement faciliter la création de contenu. Évidemment, c'est génératif, et aussi de créer donc des nouvelles IA basées sur de nouveaux ensembles de données, comme l'avait évoqué un auditeur, tu en avais parlé, donc potentiellement, on attend de voir, mais bon, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. En termes financiers, Meta fait un bénéfice net de 5,7 milliards ce trimestre, soit 24% de moins que l'an dernier, mais ça reste mieux que ce que les experts anticipaient.
Alors Meta est toujours très utilisé quand même, hein. On dit, bon voilà, c'est en perte de vitesse et tout. 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, selon Meta quand même, hein, c'est beaucoup. Pour l'instant, le Metaverse reste un énorme gouffre, hein, presque 4 milliards de pertes encore ce trimestre, donc c'est un tout petit peu moins que le trimestre précédent, mais à peine. Alors, le Quest 2 commence à se faire un petit peu vieux et se vend un peu moins, 2% de moins en décembre dernier par rapport à décembre 2021. Le Quest Pro est manifestement un échec. Il est passé de 1500 à $1000 dans un record. Et même à ce prix, je pense qu'il se vend au compte-gouttes. Il est quand même urgent que Meta propose un casque performant et abordable. Parce que c'est pas avec des machins à 1500 balles qui va rendre le Metaverse mainstream. Hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas gagné, hein. On n'a toujours pas une éclaircie dans cette météo du métavers et on n'a toujours pas encore été convaincu par des usages. Peut-être que ça viendra à l'avenir si l'IA aide avec son accélération fulgurante à apporter plus facilement les choses. Je vois pas encore comment, mais pourquoi pas. On va donc logiquement, Guillaume, passer à la rubrique débat et non pas débat, D-E-B-A-T-S, ça c'est pour plus tard, mais débat, D-E-S, espace B-A-S, en gros des fails, hein. Je pense que, non, peut-être pas des fails, c'est peut-être un peu trop dur. Débat, allez, contentons-nous de ça avec, pour commencer cette rubrique, les résultats financiers de la part d'Intel et de Samsung pour les processeurs, Guillaume. Ouais, on commence cette section bas avec des bas qui sont vraiment incontestablement bas, quoi. Il n'y a pas des fails, mais voilà, c'est bas. C'est ça. Il n'y a pas débat. Puisque Samsung voit son bénéfice trimestriel s'évaporer littéralement, puisqu'il est 95% en baisse. Il y a de quoi écraser une larme, 95% de baisse. C'est 478 millions de dollars, c'est le bénéfice le plus faible de Samsung depuis 2009. C'est 2009. À cette époque, l'Homo sapiens venait à peine de découvrir un nouvel outil, le smartphone. Et oui, 478 millions de bénéfices, c'est vrai que voilà, pour un chiffre d'affaires de presque 11 milliards, ça fait pas beaucoup. Alors la faute, c'est c'est toujours pareil, hein, la conjoncture économique et puis le Covid indirectement, puisqu'à l'époque, voilà, ça a poussé tout le monde à s'équiper, et à ce moment-là, donc évidemment, après, t'as plus trop besoin d'acheter de la tech ensuite. Et puis 55% des bénéfices de Samsung proviennent de la mémoire. Bon, vous avez peut-être remarqué, si vous avez acheté la mémoire récemment, comme moi, qu'elle était pas chère du tout en ce moment. Et oui, parce que par peur de la pénurie, Samsung, comme d'autres, a accumulé un énorme inventaire de puces qui lui reste plus ou moins sur les bras. D'autant qu'il n'a pas baissé volontairement sa production, comme l'a fait Micron par exemple. Donc résultat, les prix chutent. Alors tout le monde attend une embellie en fin d'année ou l'année prochaine, où le cycle de renouvellement va reprendre naturellement, et où les stocks seront aussi vidés à coup de promo sans doute. Donc d'ici là, ça va faire mal. Alors pour Intel, ça fait mal, ça fait toujours mal, hein, ça continue de faire mal, puisque le chiffre d'affaires est en baisse de 36%, et il accuse une perte nette de 2,8 milliards de dollars. Donc ces divisions clients, c'est d'ailleurs les PC normaux, quoi, et serveurs sont aussi impactés l'une que l'autre, et ça c'est assez inquiétant, parce que bon, autant le segment des PC standards subit lui aussi le contre-coup Covid, etc., comme tout le monde, autant il y a une très forte baisse sur le secteur des serveurs qui montre quand même un net recul dans la désirabilité des puces Intel sur ce secteur. Or, les retards des derniers Xeon, ont évidemment laissé un boulevard aux puces AMD, et même aux puces ARM d'ailleurs, dans une certaine mesure, qui sont aussi d'ailleurs très performantes par ailleurs. Donc Intel est lag un petit peu partout, ça licencie, les salaires baissent. On vire des trucs annexes, comme les puces de mining Bitcoin, mais on sait bien que les soucis vont continuer encore quelques mois. Voilà, les prochains résultats seront pas plus brillants. Il y a une reprise du marché grand public qui est donc prévu lui aussi pour la fin de l'année, on va dire, qui lui donnera un peu d'oxygène. Il faudra aussi qu'Intel se tienne à son calendrier, parce qu'il s'est fixé un calendrier pour ouvrir ses usines. Tu sais que Pat Gelsinger veut que Intel devienne un concurrent de TSMC, et il y voit un marché potentiel de 1000 milliards par an. C'est possible, mais pour l'instant on n'y est pas. Et donc ça fait mal. Alors c'est sûr que c'est pas un rebranding, parce qu'apparemment ils envisagent un rebranding avec l'arrivée de Meteor Lake. Sachez que bientôt peut-être qu'on ne dira plus Core i5 mais Core Ultra 5. Me demandez pas pourquoi, je ne comprends pas. C'est comme ça. En tous les cas, c'est pas ça qui va arranger les choses. Donc si je comprends bien, tu t'es commandé des barrettes de RAM pour regonfler un peu ton PC, non? C'est ça? Je passe à 32 Go sur une machine, absolument. Magnifique, très bien. On continue avec des boîtes. Moi, j'en oublierais presque jusqu'à leur existence. C'est jamais très bon dans les podcasts pour des boîtes comme ça. Si, je reconnais. Ils ont eu leur quart d'heure de gloire, parfois plus ou moins long. Alors, on va parler un peu de Dropbox et de Clubhouse, Guillaume. T'es sévère avec Dropbox, ouais. Quand même, oui. Même. Autre nouvelle peu réjouissante pour Dropbox, qui se sépare de 500 personnes, donc c'est quand même 16% du personnel. Alors, Dropbox veut opérer un virage serré sur l'IA, lui aussi. La boîte est toujours rentable, mais bon, c'est un processus de maturation de l'entreprise, je cite. Voilà, virer des gens, ça mature.
Donc sinon, autre boîte dont on n'entend plus trop parler, c'est Clubhouse, qui est sans doute dans une situation bien pire, puisqu'ils virent plus de 50% de ses employés. Ils font un reset de l'app. Voilà, c'est ce qu'ils disent, ils font un reset pour s'adapter à une situation post-Covid. Oui, c'est un autre reset. C'est quand ça marche pas, tu resets plusieurs fois. Hein. C'est vrai, t'as raison. Et voilà, donc Clubhouse, c'était probablement une des plus pures applis Covid, hein, c'est sûr. Hein. C'est la fille des confinements successifs, hein, cette appli. Le souci, c'est que quand on peut repartir au pub, boire des coups face à face, tout de suite, c'est un peu moins pertinent, le truc comme Clubhouse. Et pour finir, c'est une fonction qui est pas bien compliquée à mettre en place quand tu as déjà un réseau social à toi, et donc Twitter l'a cloné, ce qui fait que ceux que ça branche n'ont pas vraiment besoin d'être sur notre réseau pour se réunir en audio, quoi. Donc les cadres de Clubhouse ont une vision claire de ce que doit devenir Clubhouse 2.0, tant mieux pour eux, parce que moi je vois pas du tout. Par contre, j'ai peut-être une idée de ce que va devenir BeReal. Tu te souviens de BeReal? Toi qui m'avais parlé en premier d'ailleurs. Bien sûr. Le réseau social où tu es censé mettre une photo uniquement à un moment donné quand ça te l'est demandé pour garantir, Guillaume, l'authenticité. L'authenticité. Bon, BeReal est en train de s'instagrammer un petit peu, j'ai l'impression quand même, hein, et ça sera assez logique. Tu te souviens de ce qu'on a dit la semaine dernière, de la malédiction des réseaux sociaux? Ouais. BeReal va peut-être devenir la dernière victime de la malédiction en date. Parce qu'il semble que l'effet de nouveauté de BeReal soit en train de s'estomper fortement. Alors d'après le New York Times, le nombre d'utilisateurs quotidiens aurait baissé de 61% depuis son maximum, en octobre dernier. Donc on serait passé de 15 à 6 millions. BeReal nie fermement tout ça. Il aurait 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Bon, Aptopia n'est pas d'accord, mais bon, qui suis-je? De toute façon, 10 ou 20 millions, c'est pas TikTok non plus, hein, faut pas exagérer. Et puis BeReal, surtout, n'a pas proposé grand-chose d'autre que son concept de base, et qui est de consulter, donc voilà, comme tu l'as dit, hein, aléatoirement, une fois par jour, ce que postent les gens, uniquement si tu postes toi-même. Ce mode de fonctionnement-là, d'une part, c'est méga chiant, hein, je trouve, mais en plus, c'est incompatible avec une monétisation classique, quoi. Ah oui. Parce que via la pub, et c'est une monétisation via la pub qui demande un engagement toujours plus important. Ce concept de « je peux pas utiliser l'appli sauf quand elle m'y autorise », c'est franchement pas ce qu'il y a de plus attrayant pour les annonceurs. Hein, voilà. Et d'ailleurs, BeReal vient d'annoncer un test en Angleterre avec 2 nouvelles fonctions. Les bonus Reel et les Real People. Alors, la première va à l'encontre totale du concept de base, puisque si vous postez dans la fenêtre de 2 minutes, vous pouvez ensuite poster 2 autres fois quand vous voulez. Oui, parce qu'il faut que vous reveniez sur l'app, voilà, tout simplement. Et la deuxième est totalement contraire au concept de base tout autant, puisque c'est créer un flux consacré à des people. Les gens, je cite, les plus intéressants du monde. L'argument de BeReal, d'ailleurs, laisse songeur, puisqu'il s'agirait de montrer que ces célébrités sont des gens comme nous. Et des gens comme nous, voilà, les célébrités sont des gens comme nous. C'est des gens qui font caca, qui se mouchent, et qui traitent leur verre quand ils marchent sur un Lego. C'est comme nous. Et tout cela ne ferait-il pas ressembler, tu vois, est-ce que BeReal ressemblerait pas à Instagram du coup finalement, si t'as des flux de people, etc. Bon. En gros, comme tout le monde, BeReal est tiraillé entre son concept et la réalité économique, et la malédiction est peut-être à nouveau enclenchée. Oui, et c'est plus une fonctionnalité, comment on dit, c'est plus une feature, une fonctionnalité plutôt qu'un réseau social à part entière. Et TikTok a commencé à intégrer une fonction à la BeReal. C'est pas les seuls, évidemment. Et ça, je vois bien cette fonctionnalité s'installer dans d'autres réseaux sociaux, dans d'autres apps, comme ça a été le cas, comme tu le disais, pour la conversation audio en live de Clubhouse, qui peut s'intégrer ailleurs, dans des spaces, par exemple, sur Twitter. On continue, Guillaume, avec les modèles de langage encore. Ouais, mais ceux qui sont dans les bas cette fois-ci. Oui, carrément dans les bas, mais bon, on s'y attendait un petit peu aussi, évidemment. Donc, on lit un petit peu partout que c'est difficile de détecter les textes générés par des IA. Tu sais, même que c'est impossible d'être sûr que ce soit bon. Mais parfois, il y a des moyens très simples de les détecter, ces textes. C'est quand les gens qui utilisent les modèles de langage pour polluer Internet le font comme des gros blaireaux. Tout simplement. ChatGPT et d'autres, c'est des modèles qui sont très encadrés. Donc, certains diront censurés. Sur les sujets sensibles, ils renvoient un message qui est devenu bien connu aussi de tous les petits coquins qui ont déjà essayé de jouer un roleplay BDSM avec une IA. C'est ce message, c'est en tant qu'IA modèle de langage, je ne peux pas répondre à votre question, insulter des gens, te suivre autant des fantasmes furies, etc. Bon voilà, c'est as an AI language model, etc., etc. Bon. Ouais. Et bon, des bots qui spamment Twitter ou Reddit, et qui automatisent tout au maximum, et qui produisent des posts au kilomètre, ne vérifient pas forcément ce que répond OpenAI. Et du coup, on se retrouve avec des tas de tweets, par exemple, qui contiennent cette fameuse phrase « As an AI language model, gna 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 ». Ce message d'erreur devient en fait le témoin d'une tentative ratée de spam.
Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup de mèmes, hein, évidemment, parce que c'est devenu un sujet de blague, certains, voilà. Mais quand c'est complètement déplacé, ça montre bien que l'auteur, c'est un robot écrit à l'arrache qui a posté un truc comme ça. D'ailleurs, selon la nature du message d'erreur, tu peux même deviner ce que l'auteur du bot avait en tête. Parce que parfois il dit, je ne peux pas, par exemple, dénigrer quelqu'un. Donc là, tu sais que le robot était programmé pour dénigrer quelqu'un, tu vois. Donc il y a un petit peu tout, justement, voilà. Enfin, il y a de la promotion de crypto, du dénigrement, du gossip, tout y passe. Évidemment, même les commentaires sur Amazon ou YouTube sont pas exempts de ce genre de trucs, hein, et on sait à quel point les commentaires sur Amazon, d'ailleurs, peuvent être sujets à caution. Et c'est pas étonnant que ChatGPT soit mis en contribution pour créer des trucs plus réalistes et en quantité industrielle. Donc il y a un exemple, par exemple, d'aspirateur sans fil. Donc tu as un aspirateur sans fil, donc un long commentaire où il y a très détaillé sur toutes les qualités de cet aspirateur sans fil qui est absolument incroyable et qui mérite bien ses 5 étoiles, et au beau milieu tu as en tant que modèle de langage, mon savoir s'arrête en 2021 et donc je ne peux pas machin, ou alors je n'ai pas testé ce truc, etc. Donc tu vois évidemment que ce truc a été rédigé par ChatGPT. Tu en as aussi sur Yelp, et même sur des sites plus obscurs comme proshop.fi, qui est un site marchand finnois, ou alors des blogs. Parfois, tu as le titre du blog qui contient le message d'erreur. Bravo les champions. Mais bon, tout ça, c'est limite rigolo. Mais il y a pire, parce que NewsGuard a trouvé quand même 49 sites web, et ça a été confirmé par Bloomberg, qui ont été générés par des algos intégralement, sans le dire. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'info, il y a des news, il y a du lifestyle, il y a du contenu people, du contenu sponsorisé. Dans tous ces sites, soit on retrouve régulièrement des messages d'erreur d'OpenAI, et à défaut, ils ont fait un passage par GPT-0, donc qui donne une probabilité que ce soit du fake. Enfin, du fake, que ce soit généré par une IA, qui donc nous assure 80-90% que ça n'a pas été créé par des humains. Donc ces sites sont pleins de textes creux, voire d'infox manifestes. Voilà, on y découvre que Biden est mort, comme tel architecte, ou comme des milliers de soldats qui ont péri dans une bataille fantôme en Ukraine qui s'est jamais passée. Bon. Mais qu'importe, ce sont des fermes à contenu qui poussent des pubs avec des liens affiliés, et ça se passe dans plein de langues différentes. Et ça fleurit tout autour du monde. Donc ça y est, oui, les IA et ChatGPT en tête, bien sûr, sont déjà en train de polluer Internet. Et il faut se dire que ça, c'est uniquement ce qu'on voit. Tu vois, on peut le détecter uniquement quand les gens font ça comme des sagouins. Il y en a sans doute 10 fois plus. Et c'est quand même préoccupant, parce qu'en plus, très bientôt, les messages d'erreur vont disparaître. Et d'ailleurs, vous savez que je suis partisan, évidemment, des modèles de langage libre et ouvert, pour tout un tas de raisons. Mais justement, avec ces modèles open source, je suis bien placé pour savoir que ces modèles perso que tu fais tourner en local, ils n'ont aucun garde-fou. Ils ne refusent jamais de produire du texte, quel que soit le sujet. Et en plus, mon pauvre PC qui crache quelque chose comme 3 tokens par seconde, donc sur la version moyenne, là, sur le 13 milliards, quand on peut quand même... 3 tokens par seconde, c'est pas beaucoup, mais tu peux quand même produire dans les 8000 mots à l'heure. Et en une journée, je peux largement maintenir un blog qui contiendra énormément de conneries, mais pas un seul message d'erreur. Et si j'avais un truc fou comme une GPU à 12 gigaoctets, je pourrais en produire encore 10 fois plus vite. Donc, je ne sais pas vraiment vers quel équilibre on va arriver, parce qu'évidemment, manifestement, ce qui risque de se passer, c'est que le volume de ce genre de texte va exploser. Du coup, les revenus devraient se diluer à mort aussi. Tu vois ? Donc, à voir comment ça va tourner. C'est à se demander si le fait que les modèles de langage, notamment les ChatGPT et compagnie, s'arrêtent à des corpus de contenu à 2021, c'est pas finalement une bonne chose, parce que après 2021, le contenu a été trop pollué par les intelligences artificielles, et donc c'est un peu l'année limite avec laquelle on peut utiliser du contenu entre guillemets fiable, va savoir. Bon, ça va pas s'arranger forcément. Et puis on va terminer cette rubrique débat avec des nouvelles sur le procès Tesla, Guillaume. Alors, vraie vidéo ou pas vraie vidéo ? Non, mais ça c'est vraiment un bas, ouais. Franchement. Bon, alors on reprend quand même depuis le début. En mars 2018, il y a un ingénieur Apple qui roulait sur une voie rapide dans sa Tesla et qui jouait à Three Kingdoms sur son mobile. Et à un moment, la Tesla décide de tourner à gauche. Bon, dommage. Du coup, elle se prend le mur central et donc elle tue son conducteur, qui était dans les faits un passager en fait. L'autopilote de la Tesla donc est parti en couille et ça a donné un accident tragique et un procès intenté à Tesla par la veuve du gars en 2019. Donc officiellement,
Alors, Tesla n'a jamais dit que l'autopilote était vraiment un autopilote, un pilote automatique. C'est une assistante à la conduite et c'est tout. Donc le conducteur doit rester vigilant à tout instant, et là, c'était pas le cas, donc d'après eux, écoute, c'est tant pis pour lui. Mais Tesla est bien embêté par son propre CEO, qui a eu l'hyperbole assez facile. Et donc, surtout qu'avec l'autopilote, pendant des années, il en a vanté les mérites. En particulier, en 2014, déjà, il disait « D'ici un an, je suis presque sûr qu'on pourra rouler sur autoroute et en sortir sans toucher le volant. » Ça a été filmé, c'est encore sur YouTube. D'ailleurs, c'était lors d'un rapport pour des investisseurs. Alors évidemment, ce genre de sortie, ça arrange pas du tout Tesla, et c'est là que la défense de l'entreprise prend un tour quand même vraiment très très bizarre et assez inquiétant, parce qu'elle dit, je cite, que Tesla ne tient pas de registre de toutes les interventions de Musk et ne peut pas authentifier cette vidéo. Bon, tiens. Et elle continue en argumentant qu'il existe plein de deepfakes d'Elon Musk qui circulent sur, un petit peu partout. Et je cite encore, l'existence d'un enregistrement supposé n'implique pas la réalité de son contenu. Ok, donc ça veut dire quoi? On se prend 5 minutes. Tesla est en train de dire que la vidéo de Musk pourrait très bien être un deepfake alors. Donc elle nous fait une Donald Trump. You are fake news, you are fake news. Mais que c'est facile. Tout document online peut s'avérer faux, désormais. Ça y est, c'est fini. Je veux dire, on a vu avec le pape, c'est terminé. Le papa de Doudoune, ça a été le tournant. Bon, toute image, toute vidéo, tout texte, tout peut être fait par une IA, tout peut être du fake. Donc du coup, plus personne n'est responsable de rien. C'est pas moi, c'est le deepfake. C'est magnifique. Alors pour le moment, tout ce que Tesla a réussi à faire, c'est mettre en pétard la juge. Parce que voilà, la Cour rejette en bloc cet argument et cette interprétation et dit que sa tentative d'enfumage à Tesla, montre qu'il faut bien que Musk se bouge le fion et vienne témoigner sous serment, et puis c'est tout. Bon, c'est quand même assez incroyable ce que Tesla est capable d'inventer pour se distancier des sorties de son CEO beaucoup trop bavard, quoi. Ouais, j'irais peut-être même plus loin. C'est une mesquinerie tellement catastrophique. Je serais même pas étonné que ce soit Elon Musk lui-même qui ait proposé cet axe de défense, tu vois, parce que je suis pas certain qu'un conseiller juridique, un tant soit peu normal, puisse proposer ce genre d'orientation. Ça ressemble vraiment à une discussion, tu sais, par mail. Vous n'avez qu'à dire que vous êtes pas sûr que ce soit une vraie vidéo, tu vois. Je suis tout à fait persuadé que ça pourrait s'être passé comme ça. On change de rubrique dans notre conducteur pour aller vers des débats, mais on continue à parler des deepfakes, Guillaume. Ouais, parce que bon, on parle de deepfake, alors allons-y. Écoute, quand on parle de deepfake, c'est vrai que d'images générées par les IA, en l'occurrence, et à des fins de manipulation politique, ou à des fins politiques, tout court, on pense souvent à des hackers russes ou des hackers nord-coréens ou iraniens, je sais pas, ou en tout cas à des activistes radicaux, mais en fait, c'est peut-être même pas la peine, puisque le premier spot de campagne du Parti républicain est entièrement réalisé en image générée par une IA non spécifiée, d'ailleurs, peut-être Midjourney, et c'est officiel, c'est vraiment marqué Beat Biden, donc c'est une vidéo de 30 secondes, qui invoque toutes les peurs possibles des républicains, qu'utilisent les républicains tout le temps, l'immigration, la criminalité, les faillites bancaires, etc. C'est bien spécifié dans la vidéo YouTube qu'elle ne contient que des mirages. Il n'y a que des mirages. Et d'ailleurs, c'est quand même assez savoureux parce que normalement, quand tu fais un truc comme ça, tu te concentres sur ce qui ne va pas dans le bilan de ton rival. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie, ton rival, je veux dire, tu vois, Donc, là, je sais qu'on va encore me taxer de gauchiste et je m'en cogne, mais là, c'est quand même dingue que 100% du contenu soit faux, soit des images de synthèse, soit des fantasmes. Ils ont vraiment rien trouvé de réel à mettre dans les vidéos. Et en plus, il y a certainement de quoi critiquer pour de bon. Il y en a des assez mauvaises en plus. Oui, en plus, elles sont vraiment pas toutes bonnes. Mais bon, tu vois, il y a certainement de quoi vraiment critiquer Biden, quoi. C'est assez extraordinaire qu'ils aient pris cet axe-là. Alors, en plus, tu vois, les images ils auraient très mieux pu prendre des images d'archives sans aucun problème. Donc, peut-être que c'est juste une tentative de surfer sur la mode des IA, tu vois, de montrer, de rendre un petit peu la campagne moderne, va savoir, je sais pas, mais je vois pas très bien. Bon. Après, à quel point les mirages, du coup, vont se multiplier dans les campagnes électorales, parce que c'est quand même un précédent, ça. Ouais, je vais me faire vraiment, je joue un jeu très dangereux, Guillaume, un exercice d'équilibriste particulièrement peut-être maladroit, mais j'arrive à me demander si je ne suis pas plus à l'aise avec des images générées par intelligence artificielle qui se voient être des images générées par intelligence artificielle et présentées comme telles, plutôt que comme des vraies images manipulées. En fait, si tu regardes la vidéo, il y a plein d'images, je pense que tu pourrais retrouver des images d'autres contextes que tu pourrais présenter à tort, justement avec un autre contexte qui serait théorique avec des actions catastrophiques de Biden.
J'arrive à me demander si je suis pas plus à l'aise avec ce qu'ils ont fait qu'avec des manipulations de vraies images. Parce que au moins là, visuellement, il y en a quand même plein sur lesquels tu te rends compte qu'il y a justement cette patte de l'image générée par Midjourney. Et si c'est présenté comme tel, bon, je sais, c'est difficile, Guillaume. Je te demande pas forcément de réagir à cette vision-là des choses. Ouais, je sais pas ce que je préfère. Très honnêtement, c'est difficile. Ça. Entre la peste et le choléra. Mais voilà, moi, perso, je me suis senti plus à l'aise avec ça qu'avec une manipulation qui utiliserait des vraies images détournées de leur sens premier. Bon, bah écoute. Tu sais, ça risque quand même de brouiller encore un peu plus les lignes. Hein. Évidemment. Et si on en croit le CRS, alors non pas tonton Joël, le CRS, c'est le Congressional Research Service. Bah, les deepfakes, que ce soit comme dans ce clip ou pour les photos de l'arrestation de Trump, ça risque d'éroder la confiance du public et d'avoir des effets délétères sur le discours public en général. Et ça peut influencer les élections, même sans vraiment le faire exprès, pas forcément directement, quoi, tu vois. Enfin, pas avec une manipulation 100% intentionnelle, mais par effet de rebond, quoi. Oui, en brouillant, si tu veux, cette frontière entre le fantasme et la réalité, quoi. Et bon, le CRS considère que c'est un danger pour la sécurité nationale. Et d'ailleurs, ils ne voient pas du tout comment réguler tout ça. Et ça, ils le disent d'ailleurs, ils sont tout cons parce que comment réguler ça sans entraver la liberté artistique ou la liberté d'expression, ou les deux, ils savent pas trop, donc ça promet d'être palpitant la prochaine élection présidentielle. On va voir si ça va donner du crédit, et tu vas nous en parler tout à l'heure à ce que disait le parrain de l'intelligence artificielle que je citais en intro. Mais avant, on va quand même parler des deepfakes qui vont peut-être encore plus se démocratiser en plus, Guillaume. Le deep, oui, ça c'est pas prêt de disparaître, hein. Ça devient un service comme un autre même. Tu regardes Tencent par exemple, il te propose de créer un double numérique d'une personne avec 3 minutes de vidéo, sans phrase que tu prononces à haute voix pour imiter ta voix, et 145 balles de commission. Voilà, c'est tout. Donc en 24 heures, ensuite tu auras la possibilité d'utiliser cette reproduction HD pour lui faire dire ce que tu veux. Donc tu as divers styles, alors divers styles, je veux dire, soit c'est hyper réaliste, soit c'est plus cartoon, bon, tu peux choisir un peu ce que tu veux, tu choisis les fonds aussi, et puis après, tu peux utiliser ton humain digital pour ce que tu veux, faire une pub, faire une annonce, voilà, tout ce que tu veux. D'ailleurs, dans le style, de l'autre côté, on a les MetaHumans, et d'ailleurs, ça c'est anecdotique, mais bon, il y a Eva Herzigova, donc qui est un top modèle des années 90, il me semblait, mais bon, qui est donc peut-être le premier, néanmoins, premier top modèle connu, je veux dire, à se faire digitaliser intégralement. Alors c'est du sérieux, apparemment, 70 caméras pour recréer le corps et le visage à un niveau quasi photoréaliste. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est vraiment pas loin. Donc Eva Herzigova, c'est un modèle qui est complètement en 3D, qu'on peut faire défiler avec ce qu'on veut. Voilà, comme les poupées, on peut la coiffer, la maquiller, voilà, comme ça nous chante. Et comme le dit Eva elle-même, elle pourra désormais faire un défilé un petit peu partout dans le monde pendant qu'elle fait des cookies à la maison. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le rêve de tout le monde. Donc moi, tout le monde veut devenir MetaHuman, faut pas déconner. Et bon, notez bien que le deepfake peut aussi se décliner en audio. Donc il commence à y avoir des chansons de stars qui deviennent virales, alors qu'elles les ont jamais chantées. Donc je sais plus quand, mais j'avais évoqué celle de Jay-Z, par exemple, Savages. Il y a aussi Drake and the Weeknd qui a été repris. Bon, ça pose des gros soucis. Universal Music est pas très content. Mais bon, ça a l'air un petit peu inévitable, et devant cette prolifération de pop deepfake annoncée, Grimes a choisi le pragmatisme. Donc Grimes, l'ex-femme d'Elon Musk, d'ailleurs au passage, et chanteuse pop, elle invite carrément les gens, à utiliser sa voix. Et si la chanson est réussie, et si elle fait du blé, elle demande la moitié du pognon. Donc elle perd pas de mort, Claire, n'est-ce pas? Elle met en place un système officieux de licence pour sa voix, en réalité, ni plus ni moins. Donc c'est peut-être un futur possible, parce que c'est vrai que la répression des deep songs, là, ça va être compliqué. Ça va aller très 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 vite. Un petit mot chez Apple, Guillaume. Oui, Apple veut améliorer ta santé mentale. Voilà. Précisément, Apple a un projet de service de coaching et de surveillance de l'humeur. Tout ça dans le cadre de son appli santé, le nom de code c'est Quartz. Alors bon, je comprends, quand tu vois les prix pratiqués par Apple, t'as besoin de soutien psychologique, ça c'est sûr. Ouais, je sais. Et évidemment qu'il y aura de l'IA partout, évidemment, bien entendu. Comment envisager un service en 2023 sans IA, je sais pas, je pense que même Moltonel réfléchit à comment intégrer de l'IA dans ses produits. Bon, ça c'est l'info, on sait pas grand chose de plus, mais je suppose que il y aura un débat sur la pertinence d'avoir un coach santé mentale par Apple ou par toute une grosse boîte tech, d'ailleurs, rien contre Apple
Voilà, particulièrement dans ce cadre-là, parce que le but d'une grosse boîte tech, c'est de te faire acheter des produits et te faire passer du temps sur ses services. Hein, donc, et bon, ces dernières années, il y a eu quand même plusieurs études qui semblent montrer que pour ta santé mentale, il faut passer moins de temps devant l'écran, tu vois, pas plus. Je pense pas qu'il y ait eu d'études qui montrent qu'être encore plus connecté que ce qu'on est soit plutôt bon. On a peut-être plutôt besoin de déconnexion. Enfin bon, je sais pas. La question se pose quand même pas mal pour les gens qui sont justement la cible de ce futur produit. Hein, il n'y a pas meilleur moyen pour mal dormir que de s'inquiéter de la qualité de son sommeil, tu vois. Mais bon, on verra sur pièce. Après, une IA pour la santé mentale, c'est logique, hein, finalement. Hein. Le premier chatbot de l'histoire, c'était Elisa, et c'était une psychothérapeute. D'ailleurs, aujourd'hui, Elisa version turbo avec GPT ou Llama derrière, ça ferait des sessions d'analyse vraiment crédibles. C'est même une vraie source d'inquiétude. Hein. Le transfert que les gens pourront faire sur les chatbots ultra réalistes, thérapeutes ou pas, c'est encore un nouveau sujet. Je demande à voir. Je serais moins virulent que toi. Non, pas parce que c'est Apple, mais je me demande si à terme, on pourrait pas avoir des vraies solutions qui pourraient aider les gens sur ces aspects-là, plus peut-être encore que sur la santé physique. Mais évidemment, tu as raison, c'est très sensible et très Je pense touchy, que tu peux imaginer effectivement des modèles de langage qui peuvent apporter une aide psychologique. Mais il faut vraiment qu'ils soient bien cadrés, quoi, parce que c'est délicat. Ouais. Hein. Ouais, il faudra beaucoup de temps, tu vois, il faut attendre au moins septembre 2023. En tout cas, pour l'instant, si tu veux, il y a des gens qui se suicident après avoir discuté avec des chatbots, donc bon, c'est pas tout à fait. Le rapport risque-bénéfice n'est pas forcément l'avantage des IA pour la santé mentale. Tout à fait. Allez, on en arrive forcément à ce que je racontais un petit peu en intro, là, le parrain de l'IA, mais j'ai peur, moi, Guillaume, si même lui, qui a contribué à travailler sur les réseaux de neurones, nous alerte aujourd'hui, à quoi doit-on s'attendre ? Ah écoute, oui, Geoffrey Hinton se barre de Google. Alors c'est une pointure, Hinton. Hein. Geoffrey, donc il a 75 ans, tu l'as dit, il a passé sa vie à travailler sur les réseaux de neurones. Il a été un pionnier du domaine et il était dedans dès les années 70, alors que la popularité des réseaux de neurones du domaine était au plus bas. Il a travaillé sur la rétropropagation dans les années 80, il était dans l'équipe d'AlexNet en 2012. Donc je vais pas détailler, mais bon, c'est des dates importantes. Si vous voulez en savoir plus, il y a un dossier maintenant, donc voilà, qui va encore s'étoffer bientôt, donc voilà, je vous y renvoie. Donc il avait fondé une boîte d'IA qui a été rachetée en 2013 par Google, donc il y travaillait depuis, il a aussi été co-prix Turing, donc c'est pas le premier venu. Alors évidemment, quand il quitte le navire pour pouvoir, je cite, s'exprimer librement, hein, sous-entendu sur les risques liés aux IA, évidemment ça fait le tour des gros titres. Et sous-entendu aussi, on l'aurait bridé avant, il n'aurait pas été à l'aise et pas dans la capacité de dire honnêtement ce qu'il pense. Ce qui est peut-être en partie vrai. Mais... Ouais, après, disons que oui, c'est possible aussi. Oui. En tout cas, j'aime ton boui. Oui, c'est sûr qu'il y a un petit conflit d'intérêts, on va dire. Donc c'est un revirement massif parce qu'il y a moins de 10 ans, il était chaud comme une baraque à frites. Hein, il pensait ne jamais prendre sa retraite tellement il était enthousiaste, tout foufou sur les progrès qu'il faisait. Et pour autant, ces craintes sont quand même un petit peu les mêmes que celles que plein d'autres gens ont, nous y compris. Hein. Franchement, voilà, c'est l'emploi, c'est l'infox. Lui, il va même jusqu'à une potentielle menace existentielle à moyen terme ou long terme. C'est plus nébuleux, voilà, sur des IA qui deviendraient plus intelligentes que nous, qui prendraient des décisions inattendues ou dangereuses. Bon. Alors, ça prolonge ses craintes antérieures quand même, hein, parce qu'il a toujours été très opposé aux robots tueurs, aux robots autonomes tueurs, et il a évité toujours de se faire financer par l'armée, alors qu'il aurait pu, puisque l'armée, à un moment, c'était un petit peu la seule qui arrosait encore les réseaux de neurones. Donc il va militer pour plus d'encadrement par les pouvoirs publics. Hein. L'IA, c'est devenu une technologie de rupture trop importante pour laisser le marché s'en occuper, tu vois, naturellement, on va dire. Donc Hinton quitte Google, mais il reste corporate. Il dit qu'ils ont agi de manière très responsable, sûrement, probablement en ne sortant pas, du coup, leur modèle de langage, alors qu'ils en ont plein depuis longtemps, hein, et même des trucs complètement délires, si on en croit Blake Lemoine. On continue justement avec Blake Lemoine, Guillaume. Ouais, Blake Lemoine est de retour dans les médias, un petit peu. Bon, il a donné une interview au Futurisme. Bon, voilà, on peut... Disons, il donne un petit coup d'œil de ce qu'il a vu chez Google. Il décrit un petit peu ce qu'il a vu chez Google. On rappelle, c'est l'ingénieur qui avait justement lancé des signaux d'alarme en disant que les IA avaient des consciences, étaient doués de conscience, notamment dans ces tests. Ouais, qu'ils avaient des émotions, ressentaient des trucs, tout ça. Bon, en gros, pour lui, l'image que Google est en panique et qui court après OpenAI en rush en barre, c'est une construction des médias. Donc pour lui, OpenAI n'a absolument pas changé de trajectoire. OpenAI n'a pas du tout changé la trajectoire de Google. Donc Google n'a pas du tout changé de trajectoire. Parce que mi-2021, un truc comme Bard était déjà en service
à l'intérieur de Google, hein, et ils évaluaient à quel point c'était sûr de le sortir. Donc il devait sortir à l'automne 2022, mais finalement ils ont annulé en partie à cause des problèmes que lui-même Blake aurait pointés. C'est lui qui dit, hein. Google aurait des technologies... donc c'est la faute à Blake, en fait. Hein. C'est ce qu'il dit. Google aurait des technologies beaucoup plus avancées que celles qu'il a rendues publiques. Hein. Bard aurait pu être mise en service, en fait, il y a 2 ans. Il parle même d'un système qu'il aurait testé, qui aurait été multimodal, mais massivement multimodal, avec images, son, accès à une multitude d'API, dont celle de Google Books. Voilà, bon. Après, sur les dramas et les histoires avec Sydney qui pète les boulons, qu'on a eu au début de Bing, hein, de Bing Chat, il se montre assez inquiet et il évoque le suicide du Belge qui est passé à l'acte après avoir longuement discuté avec un chatbot. Pour lui, les modèles sont pas du tout adaptés à ce genre de truc, donc de discuter avec des gens vulnérables. Et bon, c'est prévisible, pour le coup, que des gens se tournent quand même vers elle pour une aide d'ordre psychologique, pour un réconfort d'ordre psychologique. Et c'est inquiétant, de même que les interactions en ligne, qui sont déjà très désincarnées, hein, et qui ne vont pas s'arranger avec les chatbots, sous couverture ou non, d'ailleurs, parce que parfois on pourra ne pas savoir si ce sont des chatbots. Donc, grosso modo, il souhaiterait un moratoire sur les IA, lui aussi, hein, en tout cas sur les IA qui imitent les humains, qui imitent leurs émotions, parce que si les IA imitent leurs émotions, les humains vont développer des émotions à leur rencontre en retour. Et bon, c'est déjà suffisamment le bordel, hein, quand il n'y a que des humains, donc si tu rajoutes des IA dedans, merci quoi. Donc le dernier paragraphe est plus typiquement Blake Lemoine, on va dire, puisqu'il conclut en disant qu'on va peut-être vers une relation avec les IA qui s'apparente à celle qu'on a avec les chiens. Les chiens sont des propriétés, donc on est propriétaire d'un chien, mais on n'y pense pas comme à sa voiture, tu vois, il y a plus que ça. On a évolué en symbiose avec les chiens depuis des milliers d'années, les chiens nous ont augmenté, ils nous ont permis de chasser beaucoup plus efficacement, peut-être même que c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de prévaloir en tant qu'espèce par rapport à Néandertal qui avait pas de chien. Bon, j'ai entendu ça dans un documentaire Arte, mais bon, je connais pas grand-chose, mais bon, en tout cas... Attention au documentaire Arte. Il faudra apprendre à faire pareil avec les IA, qui sont des entités intelligentes et capables de ressentir des choses comme les chiens. C'est lui qui le dit, hein. Ça, c'est lui qui le dit. Bon, voilà, Blake reste fidèle à lui-même, donc je sais pas si Google était sur le point de sortir Bard fin 2022, mais bon, voilà, en tout cas, ils l'ont pas fait. Et bon, en fait, les modèles de langage, c'est un sujet de recherche important depuis des années chez Google. Ça, on le savait, puisque Margaret Mitchell était très préoccupée par ce truc-là. Je veux dire, toute la division éthique de Google avait déjà levé la sonnette d'alarme, on va dire, il y a longtemps, et ça prouve qu'ils réfléchissaient depuis très longtemps à leurs impacts aussi. Et puis, on a quand même eu des démos de Lambda et une Google I.O., donc voilà, dans une certaine mesure, oui, ça a toujours fait partie de la trajectoire de Google, ça c'est sûr. Néanmoins, bon, par prudence, il voulait pas le sortir, hein, tout ça, et le fait qu'il l'ait présenté et déployé juste après l'explosion de ChatGPT, ça me paraît pas trop être une construction médiatique, mais bon, bref. Qu'ils aient des modèles plus sophistiqués en réserve, ça je veux bien y croire. Le contraire me semblerait étonnant, même. Et bon, là où je partage un peu l'inquiétude de Blake, c'est l'impact émotionnel, en fait, des chatbots. Et la confiance exagérée aussi qu'on leur fait. Tu vois, et voilà, cette implication émotionnelle aussi qui pourrait susciter cette confiance, parce que on en revient encore à Elisa. Tu vois, dans les années 60, hein, des gens se confiaient intimement à Elisa, qui était un programme incroyablement rustique. En comparaison de ce qu'on a aujourd'hui, nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la petite amie virtuelle de Blade Runner 2049, quoi, tu vois, en comparaison. Pour autant, est-ce que ce sont des meilleurs thérapeutes qu'Elisa ? C'est vraiment pas clair. Et puis bon, moi j'ai vu passer une version d'Alpaca qui traîne sur GameFace, qui est un modèle de chatbot médical. Donc c'est un chatbot qui a été entraîné sur de la doc médicale. Alors je ne l'ai pas essayé, de toute façon j'y connais rien, mais j'avoue que ça me fait un peu peur. Cette IA, et en particulier les petites comme ça, c'est un petit modèle à 7 milliards de paramètres, c'est des trucs qui hallucinent très facilement. Le simple fait qu'on les fine-tuné sur de la doc n'assure absolument pas que ça donne des infos correctes. C'est pas une base de données. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe si je télécharge ce MED Alpaca et que je lui fais confiance alors qu'il me donne une prescription bidon ? Tu vois, c'est croiser les modèles de langage tels quels, hein, avec la santé, c'est quand même délicat. Il faut vraiment ancrer le truc, fact-checker et compagnie. Donc en règle générale, oui, je trouve ça un peu inquiétant, cette confiance exagérée que ces outils pourraient susciter. Et puis, c'est ça depuis le début, hein, ça m'inquiète depuis Galactica en fait, hein, depuis la sortie Galactica de Meta. On reparlera peut-être de cette IA médicale avec Steph, s'il nous écoute, qui a participé à Tech Café durant quelques épisodes et qui ne manquera pas, je pense, de venir nous refaire un coucou. J'ai l'impression qu'assez vite, il va arriver à la même conclusion que toi, mais bon. On va terminer avec le plus gros des débats, c'est est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas nous amener très directement avec le futur de la guerre, Guillaume ? Mais bien sûr que oui. L'espèce humaine est menacée, voyons. Et en plus, il est vachement cool. Oui. Non, alors, quand on parle de trucs inquiétants, évidemment, on parle forcément d'IA déployée pour la guerre. Et évidemment, c'est Palantir qui s'y colle, qui d'autre. Donc,
Palantir fait une sorte de Battlefield GPT, quoi. Bon, ils appellent ça AIP. Peut-être ce que c'est que Palantir, pardon. Palantir, c'est la grosse boîte de Peter Thiel qui offre des solutions de surveillance au gouvernement. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, disons que voilà, c'est pas des enfants de cœur. La démo montre que désormais, c'est devenu super facile de faire la guerre. Disons la démo de AIP là, parce que en gros, tu as un assistant de science-fiction avec lequel tu peux discuter, hein, comme sur WhatsApp. Alors, dans la démo, donc, tu as une fenêtre de chat, et sur la droite, tu as une carte. Et ça commence par un message de l'assistant qui te dit qu'il y a des mouvements de troupes pas prévus pas loin de chez toi. Donc toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui dis « montre-moi donc cette vermine » et il t'affiche une carte. Tu lui dis alors « utilise un drone pour que je puisse voir leur poil de leur moustache, ces crevures ». Et là, ça zoome vraiment, c'est très 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 science-fiction, et là, pas d'erreur, c'est bien des tanks. Et donc, ni une ni deux, tu demandes à ton meilleur ami, ton nouveau meilleur ami, s'il n'a pas des bidasses en train de glander un peu sur la base, et tu leur prépares ensuite un itinéraire façon Google Maps, mais vraiment, c'est vraiment ça. Et pour faire bonne mesure, tu orientes des brouilleurs sur leur gueule, voilà, et tu prépares quelques missiles, ça va leur attendrir un petit peu la couenne. Bim. Et voilà, et pour le rapport au colonel, c'est pas plus compliqué, hein. Tu demandes et t'as un joli tableau avec plein de couleurs, ça va ravir tous ces gras de papier de planqué de l'arrière, là, et puis voilà. Donc, tous ces trucs, en fait, c'est une sorte de gros conglomérat de modèles de vision, de vision par ordinateur, de langage, des modèles de langage, évidemment beaucoup de logiciels classiques aussi, et parmi les modèles de langage, j'ai repéré GPTJ dans le lot, dont on a parlé. Et puis tu peux en changer en fait, et tu peux avoir T5, GPT Neo, Dolly 2. C'est pas des hasards, c'est des modèles d'ailleurs qui peuvent être utilisés en local, qui peuvent être privatisés quoi. C'est des trucs, tu vas pas envoyer, tu vois, à OpenAI des trucs classifiés, des trucs militaires. Donc c'est vraiment des modèles que tu utilises en local. Et bon, comme pour Nemo de Nvidia, il y a aussi des plugins, des outils, puis des filtres, des mesures d'encadrement supplémentaires. Et c'est vrai qu'honnêtement, l'interface est classe. Hein. C'est lisible, ça a un mode sombre, ça donne envie de s'engager, franchement. Dark mode. Mais complètement. Et là, il y a toujours un humain dans la boucle. Mais puisque voilà, tout sous la forme d'un chat. Mais le futur, enfin je veux dire encore plus le futur de la guerre, c'est l'autonomie. Et c'est Richard Clark qui le dit, Richard Clark, c'est un général américain en retraite. Hein. Bientôt, une personne pourra contrôler 20 avions. Voilà, les batailles se feront par essaim de drones interposés, aussi bien en l'air que sur Terre ou en mer, mais aussi dans l'espace et le cyberespace. Et il rajoute que l'IA sera plus importante qu'Internet et le cloud combinés pour le secteur de la défense, d'autant plus que la guerre passera aussi par les influences avec les campagnes Fox, Dopo, Deepfake et compagnie. Bon, je sais, je vous ai flingué la soirée, désolé, ouais. C'est pas moi, c'est Richard. En tous les cas, petite lueur d'espoir quand même. Il existe un projet de loi bipartisan aux US qui interdirait de laisser une intelligence artificielle lancer une bombe atomique toute seule. Ah. Et oui. Donc désolé pour Whopper. Alors Whopper, c'est WOPR. C'est l'ordinateur du NORAD qui contrôlait les forces nucléaires dans le film War Games de 1983. D'accord. Vieux film, mais qui m'avait marqué à l'époque. J'étais jeune. Et bon, donc on va peut-être interdire aux IA de lancer des bombes atomiques, donc ça c'est quand même une super nouvelle. Enfin, ça c'est jusqu'à ce que les Américains élisent GPT-6 président en 2028, bien entendu. Je l'avais pas vu venir celle-ci. Oui, c'est vrai que je serais même pas surpris à long terme. Bon, écoute, quel avenir radieux que nous dessine l'intelligence artificielle et ta chronique. Guillaume, on va conclure cet épisode avec peut-être une note de sourire en plus, pas forcément d'ailleurs, sur les jeux vidéo, parce que oui, coup de tonnerre, tremblement de terre, je sais pas comment on doit le présenter, mais le rachat annoncé par Microsoft pour Blizzard d'Activision King, qui était en train d'être étudié par les différents régulateurs, a eu un coup d'arrêt du côté du Royaume-Uni. Et oui, finalement, non. La CMA anglaise ne veut pas que Microsoft rachète Activision. Et ils sont pas contents. Hein. Oulala, ils sont tout colères là-bas, chez Activision, Blizzard et Microsoft. Et c'est vrai que c'est une surprise. Déjà parce qu'il y avait eu des bruits de couloir qui disaient que c'était bien engagé. Et puis aussi, surtout, parce que la discussion semblait se focaliser énormément sur Call of Duty. Et de ce côté-là, Microsoft a multiplié les preuves de bonne volonté quand même. Hein. Voilà, il y avait la licence, retour de la licence chez Nintendo, contrat longue durée avec Sony, et en plus, il y a eu aussi des deals pour le cloud, un contrat avec GeForce Now, bref, j'y croyais, et puis patatras, voilà. Et la raison principale évoquée dans les 400 pages du rapport, c'est assez étonnant, c'est le cloud. C'est donc xCloud en particulier. Donc il y a aussi un passage sur le fait que la Switch ne serait pas assez puissante pour offrir une expérience à la hauteur sur Call of Duty, mais je vois pas trop le rapport. Non, ce qui a été décisif dans la discussion, c'est le cloud gaming. Certes, Microsoft est en position dominante sur le secteur, puisque voilà, xCloud enterre Luna ou GeForce Now. Bon, il a littéralement enterré Stadia pour de vrai, je veux dire, il est mort. Et le raisonnement, c'est
Le cloud gaming, ça va devenir énorme. Voilà, ça veut dire énorme marché. Et Microsoft est déjà dominant dessus. Donc, s'ils décident que les jeux Activision Blizzard deviennent exclusifs à xCloud, c'est un problème. Donc, la CMA avait bien admis que Microsoft n'aurait pas intérêt à se priver du marché PlayStation pour Call of Duty. Mais pour le cloud, c'est différent. Étant donné que ça lui coûterait que dalle de rendre exclusif à xCloud. Pour le coup, c'est une analyse qui se tient, même si elle reste quand même assez spéculative, parce que pour le moment, le cloud gaming, c'est vraiment pas un si gros marché. En termes d'usage, xCloud est hyper dominant, mais c'est un truc qui vient automatiquement avec Game Pass Ultimate. Donc oui, Microsoft annonce 10 millions d'utilisateurs actifs, mais combien payent vraiment pour xCloud ? Pour qui est-ce que c'est la seule plateforme ? Tu vois bon, j'ai pas de chiffres, de toute façon, je sais même pas si on en a, mais bon, là, c'est sans doute bien moins. Et il faut dire que voilà, donc c'est une fraction de ces 10 millions, alors qu'une console qui se vend bien, c'est plus de 100 millions d'unités. Donc c'est quand même un peu étonnant que la CMA se base là-dessus pour son jugement. Toujours est-il que c'est vraiment mal barré pour Microsoft, et Brad Smith et Bobby Kotick sont pas contents, et ils ont même eu des réactions vraiment déplacées. Ils ont littéralement menacé l'Angleterre de rétorsion économique. Oui, c'est vrai. Brad Smith l'a fait même à la BBC directement. Comportement vraiment très déplacé et recadré par les politiques locales d'ailleurs. En plus, les arguments sont complètement foireux. De toute façon, c'est toujours pareil. D'après eux, si le deal se fait pas, ce serait mauvais pour l'Angleterre, ce serait mauvais pour le secteur du jeu vidéo. Bon, le genre de pipeau habituel du style c'est pour votre bien, soyez raisonnable, laissez-nous faire notre business qu'on veut, c'est pour votre bien. Bon. Ok, d'ailleurs Phil Spencer lui-même n'ose pas dire ça, il dit bien que si ça se fait pas, ils feront autrement, hurler sur tous les toits que c'est la fin du monde si le deal se fait pas, c'est débile en fait. Le secteur se porte très bien, le secteur du jeu vidéo se porte très bien, aucun des deux acteurs n'est en danger le moins du monde, il me semble, ni Microsoft ni Activision, et puis 70 milliards d'économies, ça permettrait peut-être à Microsoft de moins licencier de gens, va savoir. Ouais. Bon. Je l'avais pas vu venir non plus. Donc bref, le deal devait se conclure le 18 juillet. S'ils font appel, ça va prendre vachement de temps. La chance de s'en sortir, la chance de changer le résultat est assez faible. Donc il existe peut-être une autre solution. C'est couper le deal sur xCloud en Angleterre. Donc c'est trop compliqué de conclure le rachat partout, sauf en Angleterre. Parce que il faudrait que la nouvelle entité quitte le pays. C'est le bordel. Par contre, c'est envisageable que Microsoft ne mette pas les jeux Activision Blizzard dans xCloud en Angleterre. Qu'il les laisse indépendants, juste dans ce pays-là, et que le Game Pass serait un peu différent là, avec peut-être un tarif spécial, ça pourrait valoir le coup. Bon, quoi qu'il en soit, la CMA n'est pas la seule à réfléchir à ce deal, il y a aussi l'Europe, qui semblait favorable, mais bon, je suis plus sûr de rien, et puis il reste aussi la FTC sur le coup, et bon, c'est pas gagné, quoi. J'ai toujours du mal à avoir un avis sur ce rachat et sur la position de ces autorités de la concurrence dans les différentes zones géographiques que tu cites. Mais tu m'aides beaucoup à me faire un avis. Effectivement, 70 milliards d'économies alors que tu fais des licenciements, c'est toujours un genre de truc qui m'interpelle un petit peu de mon côté. Bon, quelque part, ça n'a rien à voir, mais c'est bien de le rattacher et de le rappeler. On va conclure à la fois cette rubrique jeux vidéo et cet épisode 320 de Tech Café en parlant un petit peu d'une nouvelle concurrence sur la Switch, par rapport à la Switch, Guillaume. Écoute, oui, AMD s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il était super dominant sur les consoles de salon, mais qu'il était vraiment pas du tout dominant sur les consoles portables, parce que c'est Nvidia qui truste le marché avec la Switch. Or, évidemment, il y avait déjà des Ryzen dans des PC de gamers petits modèles, mais bon, ça restait cher. Évidemment, le Steam Deck a tout changé. Ça, ça prend et ça plaît. Et du coup, évidemment, AMD se dit peut-être qu'il y a un coup à jouer, peut-être qu'on pourrait faire le switch. Voilà, peut-être qu'on pourrait passer de Nvidia à AMD, peut-être que lui aussi pourrait devenir plus important sur le marché du portable. Et donc, ils ont officialisé 2 puces. Alors, qui feront leur début dans la ROG Ally. Donc la ROG Ally, c'est cette console dont on avait un petit peu parlé, qui est un concurrent de la Steam Deck, qui est un petit peu plus puissante, elle est plus récente, et qui sera a priori pas si chère que ça, même si elle sera un petit peu plus chère que la Steam Deck. J'ai vu dépasser des sommes autour de $600, donc c'est relativement contenu. Alors, toujours est-il qu'AMD a sorti donc 2 puces qui s'appellent les Ryzen Z1 et Z1 Extreme, qui sont des petites puces dont la consommation est relativement faible, puisqu'elle est de 30 watts pour celle qui consomme le plus. Et on a des puissances qui varient entre 2.8 et 8.6 teraflops, ce qui veut dire qu'en gros, on a 2 bornes si tu veux, et en fait, au milieu, on a l'Xbox Series S, quoi. Donc, c'est des machines qui sont vraiment puissantes et qui pourraient, d'ailleurs, alors j'ai lu un article de Cassim là-dessus. Cassim, je dis en fait ce qu'il dit parce que je suis assez d'accord. Cassim Ketfi, donc dit, ça ouvre peut-être la voie à une Xbox portable.
parce que effectivement, si on fait la moyenne en gros du Z1 et du Z Extreme, on aurait une puissance de console qui serait tout à fait compatible avec une Xbox Series S portable. Donc c'est marrant à voir, toujours est-il que ça ouvre aussi la voie officiellement à tout un tas de clones de la Steam Deck plus ou moins chers, voilà, sur les trucs. Et donc peut-être à une nouvelle époque du jeu vidéo portable sous le signe du PC, quoi. Et je trouve ça vraiment super intéressant, donc c'est vraiment très, 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 très cool. C'est rigolo, hein, le dessin qui a été, le chemin qui a été tracé par le Steam Deck, je trouve. C'était Steph qui, là aussi, le même Steph dont on parlait tout à l'heure, qui en a parlé dans un épisode l'autre jour et qui en parlait de manière élogieuse. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le monde des consoles portables. Mais c'est très cool parce que pendant très longtemps, si tu veux, les PC de jeux portables, c'était les GPD Win. Et les GPD Win, ils utilisaient des cartes graphiques intégrées Intel, quoi. Donc on avait, en gros, des Core i3 et on jouait sur la carte graphique du Core i3. Alors comme on avait des petits écrans et des petites résolutions, tu pouvais jouer à pas mal de trucs, mais c'était vraiment limité. Là, on a vraiment des puissances graphiques qui sont vraiment très significatives. Tu peux jouer à des jeux vraiment sérieux, hein, déjà avec le Steam Deck, et encore plus avec les Z1 et les Z1 Extreme, quoi. J'adore. Bon, écoute, c'est une époque merveilleuse. Déjà qu'il n'y a pas assez de temps pour jouer à tout ce qu'on aimerait jouer. Si en plus les possibilités se multiplient, je pense qu'on n'a pas fini. On en reparlera. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation exhaustive de cet épisode de Tech Café. J'espère évidemment que vous avez passé un bon moment, que vous vous sentez informé, diverti et que vous êtes à jour sur toute l'actualité tech. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à partager cet épisode ou même le podcast en entier à vos contacts. Vous savez, vous pouvez partager depuis vos apps de podcast Tech Café à vos proches, en leur rappelant et en leur disant que Tech Café est un podcast hebdomadaire qui donne une info qualitative dans un ton agréable à écouter. Si en plus de ça, vous êtes convaincu du fait que Tech Café doit rester le plus longtemps possible, le meilleur geste, c'est probablement d'aller sur patreon.com/techcafé et de vous abonner à la page Patreon. Avec les tarifs qui vous sont proposés, vous pouvez soutenir le podcast et profiter d'un flux du podcast sans la pub. Et vous contribuez évidemment durablement à Tech Café. On compte évidemment sur vous aussi pour vos avis sur Apple Podcast et sur Podcast Addict qu'on ne manquera pas de citer en introduction d'un prochain épisode. Si vous n'avez pas eu assez de Tech Café et que c'est votre premier épisode, vous devez absolument aller écouter l'épisode précédent, le dossier sur l'intelligence artificielle partie 1, et puis vous devriez, à moins que vous n'écoutiez cet épisode très très tôt après sa parution, être même peut-être mesure d'écouter la partie 2 de ce dossier d'intelligence artificielle. Vous verrez qu'on y fera probablement référence à de nombreuses reprises parce que quelque chose me dit qu'on va continuer massivement à parler d'intelligence artificielle à l'avenir. Et puis je ne peux que vous inciter aussi à aller jeter un coup d'œil à Contrôle Parental. C'est un autre podcast. Il suffit de taper Contrôle espace parental et vous aurez les épisodes de podcast que j'ai pu enregistrer depuis ce début de l'année 2023. Alors je suis loin d'avoir la régularité qu'on peut assurer avec Tech Café, mais j'ai quelques épisodes, je pense, assez inspirants pour vous qui êtes parents ou aspirez justement à le devenir, ou même si vous vous intéressez à certains enjeux de société qui touchent aux enfants, peut-être aller écouter un des épisodes. J'ai pu interroger le fondateur d'un club de e-sport et qui nous a parlé justement de jeux vidéo et qui va continuer à nous en parler parce que là aussi c'est un épisode en 2 parties. Le second volet ne devrait pas tarder à arriver. Merci beaucoup pour votre fidélité et en attendant, vous pouvez bien entendu, au-delà d'interagir avec nous sur Discord, sur techcafé.fr, dans les commentaires ou en laissant des avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict, interagir avec nous à titre individuel. Guillaume, il va falloir que tu puisses nous dire où on peut te retrouver. En tant qu'il y a un modèle de langage, je ne peux pas répondre à cette question. Interagir tu l'avais bien préparé, au-delà de mes... Tu l'avais préparé. Ouais, mais en plus ça marche pas parce qu'en tant que modèle de langage, je pourrais parfaitement aller sur Discord et n'importe où et raconter n'importe quoi. Oui, c'est vrai, effectivement. Est-ce un indice de plus que Guillaume Poggiaspala n'est qu'un modèle de langage? À vous de nous le dire. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur d'autres podcasts. Et dans quelques jours, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.